All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était le 3e chapitre d'Instrument of Surrender, une histoire racontant une bataille entre des Tevarines et des humains lors de la fin de la seconde guerre Tevarine. Dans la première partie, un hors-la-loi nommé Ikori fouillait l'épave d'un vaisseau militaire dans l'atmosphère de Caliban 4 lorsqu'il découvrit un message dans le vaisseau indiquant que la guerre était terminée. Mais plusieurs vaisseaux Tevarines et humains n'avaient pas reçu le message et continuaient le combat. Il fut attaqué par un Tevarine nommé Drak à bord d'un chasseur, mais parvint à s'échapper en saut quantique et envoyer une balise de détresse. Il fut retrouvé par l'équipage du Crescent, un capital ship de la flotte de l'UE, où il put délivrer le fameux message en espérant bénéficier d'un allègement de son casier judiciaire en échange de cette information. L'équipage du Crescent douta de la véracité du message, d'autant plus qu'une partie de la flotte Tevarine était justement en route pour attaquer Caliban 2. Dans la seconde partie, Ikori fut finalement incarcéré dans une des cellules du Crescent, mais parvint à déverrouiller la porte de la cellule avec son pistolet multifonction et assommer le soldat qui montait la garde. Sur le pont du Crescent, l'équipage tenta d'intercepter l'attaque des Tevarines sur Caliban 2 et devina leur stratégie. Le champ d'astéroïdes du système Caliban a une trouée, une zone moins dense en astéroïdes, qui permet de passer avec une flotte de vaisseaux capitaux. Le commandant du Crescent décida de miner aussi vite que possible cette trouée pour piéger la flotte Tevarine. Lorsque les mines explosèrent, la flotte du Crescent s'engagea dans la trouée pour constater que les mines avaient seulement endommagé un vaisseau de reconnaissance Tevarine, celui justement piloté par le Tevarine Drak qui avait initialement attaqué Ikori et que le gros de la flotte Tevarine arrivait justement derrière eux. Dans la troisième partie, le commandant du Crescent se rendit compte de son erreur et tenta de fuir avec sa flotte dans le champ d'astéroïdes avec la flotte Tevarine aux trousses. Leur tactique consista d'abord à détruire des astéroïdes pour noyer la flotte Tevarine sous les débris, puis vers la sortie du champ d'astéroïdes, y lâcher des mines pour bloquer la flotte Tevarine entre des rochers et des explosifs. La procédure fut presque sabotée par Drak, le Tevarine dont le chasseur fut détruit par des mines. Avec le système de propulsion de sa combinaison, il parvint à se faufiler dans le Crescent et débrancher certaines de ses batteries. Le hors-la-loi Ikori, qui tentait de fuir le vaisseau, tomba nez à nez avec lui et l'empêcha de continuer son sabordage, jusqu'à ce que des marines débarquent dans la salle des batteries et les incarcèrent tous les deux. La suite au prochain chapitre. L'émission Inside Star Citizen de jeudi présentait les progrès de la mise à jour 3.9. La première partie de l'émission a commencé par nous présenter leur nouveau système de personnalisation des armes qui a été créé avec leur système de blocs pour les menus. Plutôt que de passer par une application sur le Mobiglass, il va désormais être possible de personnaliser votre arme directement dans votre main. Le mode Customize permettra de voir en direct les points d'attache disponibles sur une arme, un menu permettra de voir les différents composants disponibles pour chaque point d'attache, et surtout les prévisualiser sous forme d'hologramme. Sur le pistolet et le fusil d'assaut présentés, on a seulement des points d'attache au bout et sous le canon, et sur l'arme pour les optiques, mais on peut facilement supposer qu'il y aura le même système pour les chargeurs et les crosses des armes. Ce système n'est pas fini, ils ont encore des bugs à corriger, il manque encore certains hologrammes d'accessoires, ils n'ont pas encore fait les icônes pour les accessoires, et ils vont essayer d'unifier le mode d'inspection d'une arme avec le mode personnalisation. C'est la même animation, c'est la même vue sur l'arme, donc quitte à inspecter l'arme, autant avoir les points d'attache disponibles pour la personnalisation. La seconde partie de l'émission présentait leurs progrès sur la ville de New Babbage sur Microtech. La promesse avec cette ville, c'était la même que pour les autres villes du système Stanton, que l'identité de l'entreprise qui possède la planète se constate sur l'environnement. La planète Darkorp est sururbanisée car l'entreprise du même nom est tentaculaire. La planète Durston est surexploitée et toxique à l'image des conditions de travail dans l'entreprise éponyme. Et pour la ville de Microtech, qui est spécialisée dans l'électronique, les écrans, les hologrammes, l'intelligence artificielle, les logiciels et les services informatiques, l'idée était d'avoir une ville suréquipée en haute technologie du numérique. Une Silicon Valley, mais dans un environnement arctique. C'est réussi, mais surprenamment, c'est pas le point le plus caractéristique de la ville. Le plus remarquable, c'est surtout les contrastes que la ville propose. Comme Microtech est une planète gelée, New Babbage n'aura pas vraiment d'environnement extérieur visitable. À cause du climat arctique à l'extérieur, toute la ville sera dans des bâtiments. Donc des lieux qu'on imaginerait plutôt dehors, comme des rues commerçantes, des parcs, des places, des gares, tous ces lieux ont dû être adaptés en intérieur. Mais pour qu'on ait quand même la sensation d'avoir bien les pieds sur terre et de ne pas être dans une station spatiale fermée, la plupart des structures de la ville auront des fenêtres, des dômes et des grandes baies vitrées pour admirer le paysage. C'est notamment le cas du train qui reliera New Babbage et son spatioport sur 24 km.
En plus d'éviter que toute la population de la ville finisse claustrophobe, ça permet également de régulièrement mettre en lumière le confort de la ville par rapport à l'environnement extérieur hostile, en constatant à travers une vitre que le blizzard empêche de voir à plus de quelques mètres alors qu'on est à l'abri. Et c'est encore plus accentué par le fait que l'intérieur de New Babbage a été aménagé avec des plantes tropicales et des cascades artificielles. Aussi, un peu comme la planète Hearthstone où on voit nettement la différence entre le siège social de l'entreprise où l'ambiance est plutôt saine et le reste de la ville où l'ambiance est plutôt déprimante et toxique, ici, au sein des mêmes murs, on a un fort contraste entre les quartiers de détente où les habitants pourront faire du sport, se détendre, se promener, se restaurer, faire la fête, et les quartiers d'affaires et les bureaux beaucoup plus sobres et sérieux avec des publicités où ces mêmes habitants iront pour développer les technologies de microtech et les vendre. Ça fait écho, encore une fois, à certains campus universitaires de la Silicon Valley ou bien les bureaux de grosses entreprises high-tech où ceux qui y travaillent disposent pratiquement au même endroit, de quoi travailler à fond mais aussi décompresser à fond. Et dernier point, ils ont dû se rendre compte qu'il n'était pas facile de trouver les spatioports d'ArcCorp et Hearthstone et de s'y poser avec tous les bâtiments autour. Du coup, le spatioport de New Babbage sera excentré par rapport au reste de la ville. Vendredi, l'émission Calling All Devs est revenue pour un nouvel épisode afin de répondre aux questions des backers. Le travail continue sur le remplacement de l'API graphique DirectX 11 par l'API Vulkan. Cette API graphique permettra de mieux répartir la charge de calcul du rendu graphique sur les différents cœurs du processeur, diminuera la consommation d'énergie pour le rendu, améliorera les performances et permettra aux développeurs de profiter des nouvelles fonctionnalités des cartes graphiques modernes comme le ray tracing. Ils vont progressivement remplacer DirectX 11 par cette API, puis complètement s'en séparer. C'est beaucoup de travail préparatoire, ils peuvent pas vraiment donner d'estimation de quand ça sera terminé, mais ils progressent bien. Il est toujours prévu qu'on ait une mission consistant à attaquer un Idris en 3.9, et ça a été assez compliqué pour eux de l'équilibrer. Malheureusement, on ne pourra toujours pas le piloter et c'est pas près d'arriver. L'extérieur de l'Idris est terminé, mais pas l'intérieur. L'Idris est un vaisseau nécessitant un équipage, et en fonction de l'évolution des mécaniques de jeu des différents rôles au sein de cet équipage, ils en sont encore à ajuster ce qu'il y a à l'intérieur de l'Idris. Et comme ces mécaniques de jeu n'ont pas été pensées et réalisées plus tôt, c'est tout le vaisseau qui est en retard à cause de ça. En fait, s'il rendait l'Idris accessible aux joueurs dès maintenant, ça serait juste un gros chasseur pas du tout agile avec un seul siège utile, celui du pilote, et il serait pas possible d'en tirer profit. Et malheureusement, pour ce qui est des postes au sein des vaisseaux à équipage et leur mécanique de jeu, ils ont pas l'air d'avoir prévu d'en implémenter de nouveaux dans l'immédiat. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est que le capitaine d'un vaisseau aura un outil de gestion des droits pour désigner des responsables de la gestion des boucliers, des armes, des propulseurs, des portes, du scan, des soins, de la sécurité, etc. Et que les mécaniques de jeu liées à tout ça ne seront pas des mini-jeux, mais des vraies actions physiques et logiques. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de Star Citizen. La bonne nouvelle concernant la 3.9, c'est que la prison Klesher et ses missions, et la ville de New Babbage sont terminées. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la mise à jour 3.9 ne sortira pas à la fin du mois, en partie à cause du fait que leur productivité est en partie impactée, dû au fait qu'ils sont désormais tous en télétravail. Les mécaniques d'amarrage de vaisseaux entre eux et aux stations ont été réunies sous une seule et même tâche appelée docking, parce qu'ils ont réussi à développer une partie de la solution qui sera commune pour les deux types d'amarrage. Mais en revanche, ça a été repoussé de la 4.0 à la 4.1. Et enfin, l'affaire qui opposait Crytek à CIG est finalement arrivée à son terme après presque 2 ans et demi à se renvoyer la balle. La conclusion de toute cette histoire, c'est que les deux parties ont signé un accord à l'amiable. Crytek et CIG arrêtent les frais de justice sont chacun pour leur pomme, l'affaire est classée et ne pourra pas être représentée devant une cour. Et pour ce qui est des frais de justice, on ne sait pas combien ça a coûté à Crytek, mais pour CIG, toute cette histoire aura coûté près d'$1 million. Alors, je suis pas juriste, mais voilà comment je vois personnellement les dessous de ce dénouement. Et pour bien expliquer mon point de vue, je vais être obligé de récapituler un peu toute l'histoire en m'aidant en grande partie de l'article d'Altarek Smith sur jeuonline.info. L'accusation de conflit d'intérêts contre Ortwin Freyermuth, ancien avocat de Crytek travaillant maintenant pour CIG, Crytek ne présente pas de documents le prouvant, là où CIG présente une décharge libérant le dit avocat de tout intérêt envers Crytek. Les déclarations comme quoi Faceware a eu accès à du code protégé du CryEngine, le directeur technique de Faceware confirmera que c'est faux. Les correctifs réalisés par CIG sur le CryEngine que CIG n'aurait pas envoyé à Crytek, ils ont fourni des preuves qu'ils l'ont fait et que Crytek les avait ignorés. Les émissions Bugsmatchers qui auraient dévoilé le code du CryEngine, alors que son code source est disponible en ligne,
La fameuse clause obligeant CIG à utiliser exclusivement le CryEngine plutôt qu'un autre moteur, non, c'est une clause accordant à CIG et seulement à CIG, pas une entreprise tiers, d'utiliser le CryEngine. La fameuse clause comme quoi CIG n'a pas le droit de développer ou promouvoir un moteur concurrent au CryEngine, si ils peuvent pour leur usage, tant qu'ils ne le commercialisent pas et qu'ils ne font pas concurrence à Crytek. La fameuse clause comme quoi CIG ne peut pas développer deux jeux séparés, CIG présentera des échanges de mails indiquant qu'initialement ça ne dérangeait pas Crytek. Arrivé à un certain stade, la plainte devait évoluer dans une phase où CIG devait fournir tout un tas de documents à Crytek pour la suite de l'affaire. Mais ça aurait demandé beaucoup de temps, donc plus d'argent, et donc ça aurait alourdi les frais de justice pour CIG. Pour pallier à ça, et vu la santé fragile de Crytek, CIG a demandé la mise sous séquestre d'une caution de 2 millions de dollars payée par Crytek tout de suite, et qui reviendrait à CIG au cas où il gagnerait le procès dans un futur lointain où Crytek serait devenu insolvable. L'argument de la mauvaise santé de Crytek a tellement marché que la juge en charge de l'affaire a estimé qu'une caution de 2 millions de dollars mettrait plus Crytek dans la merde qu'autre chose et a réduit cette caution à 500 000 dollars. Et c'est pas fini, malgré le passage du CryEngine vers le Lumberyard d'Amazon, Crytek a accusé CIG d'avoir toujours des engagements envers eux, car le Lumberyard, même si c'est une version modifiée du CryEngine, n'a pas été suffisamment modifié pour ne plus avoir de traces du CryEngine originel. Ce à quoi Amazon a répondu à Crytek que lorsque Crytek a vendu la licence d'exploitation du CryEngine à Amazon, ils ont aussi permis à Amazon de distribuer des licences de toutes les versions précédentes du CryEngine. A mon avis, pour ce point, c'est un peu comme pour les prétendus correctifs non délivrés par CIG, mais en fait si, ou le fait que le développement de deux jeux séparés n'est pas accepté, mais initialement en fait si. Il y a eu tellement de turnover chez Crytek entre le début et la fin de la décennie 2010 que les salariés les plus récents sont pas au courant de ce qui s'est passé ou a été décidé quelques années auparavant. Depuis le début de cette affaire, Crytek était défendu par Skadden, un prestigieux cabinet d'avocats new-yorkais qui a dû en avoir marre de toute cette histoire puisque les 4 avocats de Skadden ont quitté l'affaire. Et la juge en charge de l'affaire menacera Crytek de sanctions monétaires à force de les voir rendre ces documents au dernier moment pour faire traîner les choses. Finalement, en janvier de cette année, Crytek a demandé l'annulation de l'affaire avec possibilité de la relancer plus tard lorsque Squadron 42 serait publié, tout en gardant les 500 000 dollars de caution. Le beurre et l'argent du beurre. CIG, de leur côté, demandait l'annulation de l'affaire sans possibilité pour Crytek de la relancer, en étant d'accord pour que Crytek garde sa caution. Autrement dit, le beurre sans l'argent du beurre. Et si la cour devait accepter la requête de Crytek, alors CIG estimait que la caution de 500 000 dollars mise sous séquestre devait leur revenir pour couvrir en partie leurs frais de justice, c'est-à-dire l'argent du beurre sans le beurre. Au final, c'est CIG qui a obtenu le beurre sans l'argent du beurre, l'annulation de l'affaire sans possibilité pour Crytek de la relancer, avec Crytek qui garde sa caution et qui ne paye pas les frais de justice de CIG. Alors, les dessous de l'accord à l'amiable, on les aura probablement jamais, mais voilà personnellement comment je vois les choses. Pouvoir redémarrer ou non cette affaire et qui finit avec l'argent de la caution pour payer en partie des frais de justice, c'était les 2 derniers leviers de négociation qu'il restait dans la balance. À partir de la fin de l'année dernière, après 2 ans d'échecs, d'humiliation et de désertion de leur avocat, Crytek a réalisé que continuer de s'acharner en choisissant de relancer l'affaire quand Squadron 42 sortirait, déjà ça leur ferait perdre leur précieuse caution de 500 000 dollars, vu comment la cour a donné plus souvent des points à CIG qu'à Crytek, et ensuite ça les aurait réembarqués dans plusieurs années de procès encore plus coûteux, dans lequel ils partiraient pas gagnants vu les résultats des 2 premières années précédentes, et dont ils ont pas besoin vu leur situation financière. Donc, le compromis à l'amiable entre Crytek et CIG, je pense que ça a été Crytek arrête de faire perdre plus de temps et d'argent précieux à CIG, et CIG ne fera pas perdre plus d'argent encore plus précieux à Crytek qui en a déjà pas des masses. Et pour ceux qui pensent que CIG a lâché des millions à Crytek pour que l'affaire s'arrête là, peut-être qu'en décembre 2021, lorsqu'on aura le rapport des dépenses de CIG pour l'année 2020, on constatera que le chiffre de la ligne General and Administration, qui correspond entre autres aux frais juridiques, aura explosé en 2020. Peut-être. Après, à mon humble avis de non-juriste, un joueur de poker qui a persisté à relancer la mise à chaque tour de la soirée en enchaînant les mauvaises mains à chaque fois et qui a notoirement pas assez de jetons pour continuer la partie pendant longtemps, il exige pas d'être payé pour quitter la table et de toute façon, ses adversaires le lui proposent pas. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura probablement pas de vidéo la semaine prochaine parce que Resident Evil 3, donc je vous dis sûrement à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien et restez bien chez vous, citoyens.